Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous la regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon récit a voyagé. Mamie, mes parents t'envoient dans une maison de retraite aujourd'hui. Ma petite fille de 8 ans, Zélie, me l'a chuchoté, son souffle chaud chatouillant mon oreille alors qu'elle me serrait fort dans ses bras. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai senti ma poitrine se contracter et mes mains ont instinctivement agrippé les accoudoirs de mon fauteuil bleu délavé, celui que Romain m'avait acheté pour notre 20e anniversaire. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers mes rideaux en dentelle, créant des motifs dansants sur le tapis usé sous nos pieds. Quelques instants plus tôt, tout semblait si paisible. « Qu'est-ce que tu as entendu, ma chérie ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable, en me reculant pour regarder son visage innocent. « Maman a dit que tu devenais trop vieille pour vivre seule et que ça coûtait trop cher de continuer à s'occuper de toi, » a répondu Zélie, d'un ton neutre, de la manière dont les enfants répètent des choses qu'ils ne comprennent pas entièrement. Papa a dit que l'endroit avait des heures de visite le dimanche. Mon esprit vacillait. Je fixais cette précieuse enfant qui venait de m'annoncer une nouvelle qui brisait tout ce que je croyais savoir sur ma relation avec mon fils. Fabien était distant depuis la mort de Romain il y a 5 ans, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me considérait comme un tel fardeau. « Ça va, mamie ?» a demandé Zélie, ses yeux vifs scrutant mon visage. « Tu as l'air triste ?» J'ai forcé un sourire, bien que mon cœur se brisait. « Je vais bien, mon trésor. » Je réfléchissais. Mais je n'allais pas bien. Des souvenirs de Fabien petit garçon me sont revenus, courant vers moi quand il s'écorchait le genou, me demandant de lui lire des histoires avant de dormir. Quand cet enfant aimant s'était-il transformé en quelqu'un qui pouvait comploter pour expédier sa propre mère sans même le lui dire? J'ai pensé à Bérénice, ma belle-fille, avec ses cheveux parfaitement coiffés et ses vêtements de marque qui coûtaient plus que mon budget d'épicerie mensuel. Elle avait clairement fait savoir dès le début qu'elle n'approuvait pas la relation trop proche de Fabien avec sa mère. Chaque dîner de famille devenait un champ de bataille subtil, Bérénice faisant des commentaires sur le fait que j'étais ancrée dans mes habitudes ou que Fabien s'inquiétait trop pour moi. « Nous devrions te préparer, ma chérie, » ai-je dit à Zélie, la déplaçant doucement de mes genoux. « Tes parents seront bientôt là. » Pendant que Zélie rassemblait ses jouets, je me suis dirigée vers ma chambre, les jambes chancelantes. Mon reflet dans le miroir de la commode montrait une femme qui faisait bien ses 66 ans. Cheveux gris tirés en un simple chignon. Des rides cartographiant des années de soucis et de joie. Pas étonnant qu'il me voie comme un fardeau. J'ai ouvert ma boîte à bijoux, celle que Romain avait sculptée pour moi dans son atelier. Mes doigts ont trouvé la petite clé cachée sous la doublure de velours. Après la mort de Romain, j'avais dit à Fabien que son père avait laissé très peu d'argent. Ce n'était pas exactement un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. La porte d'entrée s'est ouverte et j'ai entendu la voix de Bérénice, aiguë et impatiente. « Zélie, prends tes affaires. Nous devons y aller. » J'ai fermé rapidement la boîte à bijoux et je suis retournée dans le salon. Fabien se tenait près de la porte, évitant mon regard. Il avait hérité de la taille de son père, mais pas de sa chaleur. Bérénice consultait son téléphone, clairement pressée de partir. « Merci d'avoir gardé Zélie, maman, » a dit Fabien, la voix tendue. « On s'appelle bientôt. » La façon dont il l'a dit, avec cette désinvolture forcée, confirmait tout ce que Zélie m'avait raconté. J'ai embrassé ma petite fille pour lui dire au revoir, la tenant un peu plus longtemps que d'habitude. « Je t'aime, mamie, » a-t-elle murmuré. « Je t'aime aussi, mon trésor, plus que tu ne le sauras jamais. » Après leur départ, je suis restée dans le silence de ma petite maison. Les murs semblaient se refermer sur moi.
Des photos de Fabien à différents âges me fixaient depuis chaque surface. Fête d'anniversaire, remise de diplôme, son mariage. M'étais-je leurrée toutes ces années, pensant que nous avions encore une relation? Mon téléphone a vibré. Un message de Fabien. Maman, il faut qu'on parle. Tu es à la maison? J'ai fixé le message. Alors, ça commençait. Ils avaient probablement déjà appelé la maison de retraite, pris toutes les dispositions dans leur esprit. J'étais probablement juste assise dans mon fauteuil, attendant impuissante la décision qu'ils avaient prise pour mon avenir. Mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était Bérénice. Marcel, Fabien s'inquiète pour vous. S'il vous plaît, rappelez-nous. Inquiet, vraiment? Ils s'inquiétaient que leur calendrier soit perturbé. Inquiets que je puisse compliquer leur plan d'une manière ou d'une autre. J'ai regardé autour de moi la maison que j'avais construite avec Romain pendant plus de 30 ans. Chaque recoin renfermait des souvenirs. La cuisine, où nous dansions, en faisant la vaisselle. Le jardin, où Fabien avait fait ses premiers pas. L'atelier, où Romain avait passé d'innombrables heures à bricoler ses inventions. Non, je n'allais pas rester assise ici à attendre qu'ils viennent me chercher comme un meuble indésirable. Je ne serais pas mise au rebut si facilement. 20 minutes plus tard, je me tenais devant ma porte d'entrée avec une petite valise, mon manteau et mon sac à main. Je ne savais pas où j'allais, mais je ne pouvais pas rester ici à attendre qu'ils viennent me chercher. L'air de l'après-midi était vif alors que je descendais la rue que j'avais appelée mon chez-moi pendant 3 décennies. Des voisins me saluaient depuis leur perron, ignorant qu'ils voyaient peut-être la vieille Marcel Fortier pour la dernière fois. Du moins, la version de Marcel qu'ils pensaient connaître. J'ai atteint l'arrêt de bus et me suis assise sur le banc usé. Quand le bus de la ville est arrivé, je suis montée à bord sans regarder en arrière. La conductrice, une femme au visage aimable de mon âge, m'a souri. « Où allez-vous, ma petite dame ?»« Au centre-ville, » ai-je dit simplement. Crédit populaire national. Alors que le bus s'éloignait de mon quartier, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Ni tristesse, ni peur, mais un étrange sentiment de libération. Fabien et Bérénice pensaient savoir qui j'étais. Ils pensaient pouvoir se débarrasser de moi discrètement, proprement. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déchaîner. Le bus grondait dans des rues familières, passant devant l'épicerie où j'avais fait mes courses pendant des décennies, devant l'église où Romain et moi nous étions mariés. Je n'étais pas la vieille femme sans défense qu'ils croyaient. Je les avais protégés de la vérité pendant 5 ans, vivant modestement, les laissant penser que je joignais à peine les 2 bouts. Il était temps que ça change. J'ai repensé à ce jour, il y a 5 ans, où le docteur Pelletier avait appelé avec les résultats des tests de Romain. Cancer du pancréas, stade 4, 6 mois, si nous avions de la chance. Romain m'avait serré la main dans ce bureau stérile et m'avait fait promettre quelque chose. Ne parle pas des brevets à Fabien. Marcel, pas encore. Laisse-le d'abord construire sa propre vie. Romain avait été un homme discret, un bricoleur qui passait des heures dans notre garage transformé en atelier. Pendant que j'élevais Fabien et gérais notre foyer, Romain inventait de petites choses au début. Un ouvre-boîte amélioré, une meilleure charnière de porte, une tête d'arrosage plus efficace. Il avait déposé les brevets lui-même, sans jamais s'attendre à grand-chose. Mais ensuite, il y a eu le distributeur automatique de nourriture pour animaux. Tout a commencé quand le chien de nos voisins n'arrêtait pas de fouiller dans nos poubelles. Romain a conçu un mécanisme simple qui distribuait de la nourriture à heure fixe, maintenant les animaux à un horaire régulier. Il a construit un prototype dans notre garage et n'y a plus pensé jusqu'à ce qu'Animalis le contacte. Je me souviens du jour où le premier chèque de redevance est arrivé. 12 000 € pour un seul trimestre. Romain l'avait fixé pendant 1 heure avant de me le montrer. « Marcel, je crois qu'on tient quelque chose. »
Nous tenions quelque chose. Au cours des 15 années suivantes, les brevets de Romain ont généré un revenu régulier que nous avons investi avec soin. Immobilier dans des quartiers émergents, actions de premier ordre, obligations municipales. Rien de tape à l'œil, rien qui n'attirerait l'attention. Quand Fabien a obtenu son diplôme universitaire et a emménagé avec Bérénice, Romain et moi avons pris une décision. Nous vivrions simplement, modestement, comme nous l'avions toujours fait. Fabien devait apprendre l'indépendance, construire son propre succès sans compter sur l'argent de ses parents. S'il sait que nous sommes riches, il ne saura jamais de quoi il est vraiment capable, avait dit Romain. Et cette femme avec qui il sort, elle ne l'aimera jamais pour ce qu'il est. Bérénice. Même à l'époque, Romain avait vu clair dans son jeu. Elle avait grandi dans le privilège, et son intérêt pour Fabien avait semblé augmenter lorsqu'elle avait appris qu'il était un ingénieur avec de bonnes perspectives. Si elle avait su pour les brevets de Romain, pour les investissements qui avaient tranquillement fructifié en arrière-plan, je frémis à l'idée de ce qui aurait pu se passer. Après le diagnostic de Romain, les brevets ont continué à générer des revenus, mais j'ai honoré ses souhaits et gardé le secret. Fabien construisait sa carrière, essayant de faire ses preuves. Je vivais d'une petite partie des revenus de nos investissements et laissais le reste s'accumuler. Lorsque je suis entré au Crédit Populaire National 30 minutes plus tard, je me suis approché du même guichet que j'avais visité chaque mois pendant des années. Mais au lieu de faire mon habituel petit retrait, j'ai demandé à parler à un directeur. « Je dois accéder à mes coffres-forts », ai-je dit au jeune homme en costume coûteux. « Tous !» Le directeur de la banque, un homme soigné nommé Monsieur Dubois, m'a conduite à travers les lourdes portes de la chambre forte. Son attitude avait complètement changé quand il avait vu les informations de mon compte. Le ton de sa voix avait pris une nuance que je n'avais pas entendue à mon égard depuis des années. Le respect. « Madame Fortier, cela faisait un moment que nous ne vous avions pas vue, » a-t-il dit, insérant sa clé à côté de la mienne dans le premier coffre. « J'espère que tout a été satisfaisant avec vos comptes. »« Parfaitement satisfaisant, » ai-je répondu en sortant la boîte en métal de son emplacement. À l'intérieur se trouvaient des documents qui racontaient une histoire que Fabien n'avait jamais connue, une vérité que j'avais enterrée avec son père. Assise maintenant dans la salle de conférence privée de la banque, mes coffres-forts étalés devant moi, je me demandais si j'avais fait le bon choix. Monsieur Dubois s'était discrètement éclipsé pour me laisser seule. J'ai ouvert le dossier cartonné qui contenait mes derniers relevés financiers. 17 200 000 €. Le chiffre me choquait encore, même si je l'avais vu croître lentement au fil des ans. Le distributeur automatique de nourriture pour animaux de Romain avait engendré une série de brevets connexes, des distributeurs programmés pour les médicaments, des systèmes d'arrosage automatique pour les plantes, des mangeoires à oiseaux programmables. Chaque brevet générait des redevances que j'avais réinvesties fidèlement. Mon téléphone a vibré. Un message de Fabien. « Maman, il faut qu'on parle. Tu es à la maison ?» J'ai fixé le message. Alors, ça commençait. Ils avaient probablement déjà appelé la maison de retraite, pris des dispositions. Dans leur esprit, j'étais probablement juste assise dans mon fauteuil, attendant impuissante la décision qu'ils avaient prise pour mon avenir. J'ai pensé au visage innocent de Zélie, à la façon dont elle avait essayé de me prévenir. Cette douce enfant était la seule raison pour laquelle j'avais maintenu une relation quelconque avec Fabien et Bérénice. Au fil des ans, j'avais vu la vraie nature de Bérénice émerger. La façon dont elle avait balayé les inquiétudes de Fabien concernant la maladie de son père. Comment elle avait oublié de m'inviter aux fêtes d'anniversaire de Zélie jusqu'à la dernière minute. Les manières subtiles dont elle avait monté Fabien contre moi. « Ta mère est tellement dépendante », l'avais-je entendu dire à Fabien une fois.
Elle t'appelle constamment. Tu dois fixer des limites. Mais je n'appelais pas constamment. J'appelais peut-être une fois par semaine. Et même alors, je pouvais entendre l'impatience dans la voix de Fabien. Bérénice avait systématiquement creusé un fossé entre nous, et Fabien avait été trop aveugle pour le voir. Mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était Bérénice. « Marcel, Fabien s'inquiète pour vous. S'il vous plaît, rappelez-nous. » Inquiet, n'est-ce pas? Ils s'inquiétaient que leur calendrier soit perturbé. Inquiets que je puisse compliquer leur plan. J'ai sorti un autre document du coffre-fort. Le testament de Romain, le vrai, celui que notre notaire avait préparé. Fabien n'avait jamais vu cette version. La copie que je lui avais montrée après les funérailles avait été soigneusement modifiée, ne montrant que notre modeste compte courant et la maison. Ce testament racontait une autre histoire. Il décrivait chaque brevet, chaque investissement, chaque actif soigneusement dissimulé. Romain m'avait tout légué avec des instructions pour que tout revienne finalement à Fabien et Zélie. Mais il y avait une condition. Seulement lorsque Marcel déterminera que Fabien a la sagesse et le caractère nécessaires pour gérer une telle responsabilité. J'attendais depuis 5 ans que cette sagesse émerge. Au lieu de cela, j'avais vu mon fils devenir de plus en plus distant, de plus en plus influencé par une femme qui voyait la famille comme un inconvénient. Le téléphone de la banque sur la table de conférence a sonné doucement. La voix de M. Dubois est passée par l'interphone. « Madame Fortier, je suis désolé de vous déranger, mais il y a un jeune homme ici qui demande après vous. Il dit qu'il est votre fils. » Mon cœur s'est serré. D'une manière ou d'une autre, Fabien avait deviné où j'étais allée. « Dites-lui que je suis en réunion et que je ne peux pas être dérangée. »« Bien sûr, madame. » J'ai rassemblé rapidement les documents et les ai remis dans le coffre, mais j'ai gardé un objet. Un petit carnet où Romain avait consigné chaque demande de brevet, chaque paiement de redevance, chaque décision d'investissement. Son écriture remplissait page après page des registres méticuleux d'un homme bâtissant un héritage. Sur la dernière page, dans l'écriture familière de Romain, se trouvait une note datée de quelques semaines seulement avant sa mort. « Pour Marcel, tu sauras quand il sera temps de dire la vérité. Fais confiance à ton instinct. Notre petite fille mérite mieux que ce que nous avons eu, et Fabien mérite la chance d'être l'homme que je sais qu'il peut être. Mais certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à la dure. » J'ai fermé le carnet et l'ai glissé dans mon sac à main. À travers la petite fenêtre de la salle de conférence, je pouvais voir Fabien dans le hall principal de la banque, passant ses mains dans ses cheveux avec frustration. Il parlait à un employé, essayant probablement de savoir ce que je faisais ici. Une partie de moi voulait sortir et tout lui dire, lui expliquer que son père avait été un inventeur brillant, que nous avions bâti une fortune spécifiquement pour son avenir et celui de Zélie, lui montrer que je n'étais pas le fardeau sans défense qu'il en était venu à me considérer. Mais les mots de Romain résonnaient dans mon esprit. Certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à la dure. Fabien avait fait son choix. Il avait choisi l'influence de Bérénice plutôt que le bien-être de sa propre mère. Il avait choisi de me voir comme un problème à résoudre plutôt qu'une personne à chérir. Maintenant, j'allais faire mon choix. J'ai rassemblé mon manteau et mon sac à main, laissant les coffres-forts sécurisés dans leur chambre forte. Quand je suis sortie de la salle de conférence, Fabien n'était plus là. Monsieur Dubois s'est approché de moi avec un léger sourire. « Votre fils est parti il y a quelques minutes. Il semblait assez frustré. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour vous aujourd'hui, Madame Fortier ?» J'ai réfléchi un instant. Oui, en fait. Je vais devoir ouvrir de nouveaux comptes et parler à quelqu'un de la planification successorale. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Bien sûr. Dois-je prendre un rendez-vous pour plus tard cette semaine? Non, ai-je dit fermement. Aujourd'hui.
J'ai des décisions importantes à prendre. L'hôtel Grand Bellevue n'était pas luxueux, mais il était propre et calme. Et surtout, il n'était qu'à 5 kilomètres de la maison de Fabien. De ma chambre d'angle au 3e étage, je pouvais voir le quartier où j'avais élevé mon fils, où ma petite fille se demandait probablement pourquoi sa mamie avait disparu. Cela faisait 2 jours que j'avais quitté la banque avec un nouveau chéquier et un plan qui se formait encore dans mon esprit. 2 jours que Fabien appelait sans cesse sur le téléphone de ma maison, laissant des messages de plus en plus frénétiques que j'écoutais depuis le centre d'affaires de l'hôtel. « Maman, où es-tu? Il faut qu'on parle. »« Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. Je suis inquiet. »« Bérénice est vraiment inquiète pour toi. » J'ai failli rire à cette dernière partie. Bérénice s'inquiétait pour moi comme un chat s'inquiète d'une souris, seulement préoccupée par le moment où elle pourrait s'échapper. J'avais passé la journée d'hier à rencontrer Renée Lebrun, la détective privée que M. Dubois m'avait recommandée. Renée était une petite femme d'une 50aine d'années, avec des yeux vifs et une manière discrète qui faisait probablement que les gens la sous-estimaient. Parfaite pour ce dont j'avais besoin. Je veux tout savoir sur les habitudes de dépenses de ma belle-fille, sa routine quotidienne, ses amitiés, ses activités quand mon fils n'est pas là, lui avais-je dit. Et je veux connaître leur situation financière, la vraie situation. Renée avait hoché la tête sans jugement. « Jusqu'où voulez-vous que je creuse ? » ?»« Jusqu'à la moelle. » Maintenant, j'étais assise dans ma chambre d'hôtel, attendant son premier rapport en regardant les informations locales. Un reportage sur la maltraitance des personnes âgées a attiré mon attention et j'ai senti un nœud familier se former dans mon estomac. Étais-je cela? Une femme âgée maltraitée par sa propre famille? Mon téléphone a sonné. Le numéro de Renée. « Madame Fortier, j'ai quelques informations préliminaires qui pourraient là vous intéresser. »« Qu'avez-vous trouvé ? » ?»« Votre fils et votre belle-fille sont très endettés. Carte de crédit au maximum. 2e hypothèque sur la maison. Paiement de voiture pour 2 véhicules de luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. »« Mais ce n'est pas le plus inquiétant. » J'ai serré le téléphone plus fort. « Qu'est-ce que c'est ? » Votre belle-fille fait des recherches sur les maisons de retraite depuis 6 mois. Pas des belles. Les établissements les moins chers qu'elle a pu trouver, certains avec de graves infractions signalées par les services de santé. La pièce semblait tourner autour de moi. 6 mois. Ce n'était pas une décision soudaine née de l'inquiétude pour mon bien-être. C'était un plan calculé. « Il y a plus », a poursuivi Renée. Elle a dit aux voisins que vous deveniez de plus en plus confuse et difficile à gérer, créant un récit qui justifierait leur décision. J'ai fermé les yeux, me souvenant des regards étranges que m'avait lancés Madame Pâtissier, ma voisine, la semaine dernière. La façon dont elle m'avait parlé plus lentement et plus fort que d'habitude, comme si j'étais une enfant. Et ma petite fille? C'est là que ça empire. D'après ce que j'ai observé, l'enfant est largement ignorée. Laissée à elle-même pendant que votre belle-fille fait du shopping et que votre fils fait des heures supplémentaires pour essayer de suivre leurs dépenses. Mon cœur s'est serré. Pauvre Zélie. Piégée dans une maison où l'argent comptait plus que les gens. Après avoir raccroché avec Renée, je suis restée assise à regarder les murs beiges de la chambre d'hôtel. Romain avait eu raison de garder notre richesse secrète. Mais il avait surestimé le caractère de Fabien. Mon fils était devenu quelqu'un qui pouvait planifier de se débarrasser de sa propre mère pour des raisons financières. J'ai rouvert le carnet de Romain, passant mes doigts sur son écriture soignée. Sur une page, il avait écrit « Le brevet du distributeur automatique de nourriture pour animaux devrait à lui seul subvenir aux besoins de 3 générations. Mais l'argent sans sagesse n'est qu'un fardeau de plus. » La sagesse? C'est ce qui manquait à Fabien et ce que Bérénice n'avait jamais possédé. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Quand je l'ai ouvert, mon sang s'est glacé.
Mamie, tu vas bien? Maman dit que tu es malade et que tu as dû aller chez le médecin. Tu me manques. Bisous, Zélie. Il mentait à ma petite fille, la faisant s'inquiéter que quelque chose n'allait pas avec moi pendant qu'il complotait pour me faire interner. J'ai rappelé René immédiatement. J'ai besoin que vous documentiez tout. Je veux des preuves de leur situation financière, des preuves de la façon dont ils traitent Zélie, des preuves de chaque mensonge qu'ils racontent. Madame Fortier, envisagez-vous une action en justice? J'envisage de protéger ma petite fille, quoi que cela puisse coûter. Ce soir-là, j'ai conduit ma voiture de location dans mon ancien quartier. La maison que Romain et moi avions partagée pendant 30 ans était sombre et vide. La maison de Fabien, à 2 rues de là, brillait d'une lumière chaude. Je me suis garée de l'autre côté de la rue et j'ai observé à travers la grande baie vitrée. Je pouvais voir Bérénice au téléphone, gesticulant sauvagement. Fabien était affalé sur le canapé, la tête entre les mains. Aucun signe de Zélie. Quelques minutes plus tard, Bérénice a jeté son téléphone et a quitté la pièce en trombe. Fabien est resté sur le canapé, immobile. Même de loin, je pouvais voir la défaite dans sa posture. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Fabien. « Maman, s'il te plaît, réponds cette fois. Je sais que tu es contrariée par quelque chose, mais on peut arranger ça. Bérénice a trouvé des endroits vraiment bien où tu serais à l'aise et en sécurité. » En sécurité de quoi? De vivre de manière indépendante dans la maison que j'appelais mon foyer depuis des décennies? De prendre mes propres décisions concernant ma propre vie? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai regardé raccrocher et jeter son propre téléphone. Une lumière s'est allumée dans une fenêtre à l'étage. La chambre de Zélie. Je pouvais voir sa petite silhouette bouger, se préparant probablement pour le lit. Mon cœur me faisait mal de ne pas pouvoir aller la voir, lui dire que mamie allait bien et que quelqu'un veillait sur elle. Bérénice est réapparue dans le salon, un ordinateur portable à la main. Elle l'a posé sur la table basse et l'a ouvert, orientant l'écran vers Fabien. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais les voir regarder ce qui était de toute évidence des sites web, des sites de maisons de retraite. Ils magasinaient, pour mon avenir, comme s'ils cherchaient un nouvel appareil électroménager. Fabien a pointé quelque chose sur l'écran et a secoué la tête. Bérénice a pointé autre chose, plus insistante. Ils se disputaient sur le prix, je m'en suis rendu compte, sur le prix le plus bas auquel ils pouvaient se débarrasser de moi. J'ai démarré la voiture et suis partie avant de faire quelque chose que je regretterais. De retour à l'hôtel, j'ai rappelé René. J'ai besoin que vous accélériez votre enquête et j'ai besoin que vous examiniez les options légales pour protéger ma petite fille. Quel genre d'options légales? Je veux savoir ce qu'il faudrait faire pour obtenir sa garde, ou au moins des droits de visite garantis qui ne peuvent être révoqués. Il y eut une pause. Madame Fortier, c'est une étape importante. Êtes-vous sûre? J'ai pensé au visage de Zélie quand elle m'avait prévenu pour la maison de retraite, au message disant qu'elle me manquait, à la lumière dans la fenêtre de sa chambre. Une petite fille se demandant probablement pourquoi les adultes de sa vie ne cessaient de disparaître. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. Le lendemain matin a apporté le rapport complet de René, 20 pages de dossiers financiers, de photographies et de conversations documentées qui peignaient le tableau d'une famille en crise. Fabien et Bérénice devaient plus de 200 000 € de dettes diverses. La maison que je les avais aidés à acheter avec un don secret de 50 000 € pour l'acompte était hypothéquée jusqu'au cou. L'addiction au shopping de Bérénice était devenue incontrôlable et Fabien travaillait 70 heures par semaine pour essayer de les maintenir à flot. Mais la preuve la plus accablante était la chronologie que René avait établie. Les recherches de maisons de retraite avaient commencé immédiatement après qu'ils aient reçu un avis de taxe foncière sur ma maison.
Ils avaient réalisé que ma modeste maison valait près de 400 000 € sur le marché actuel. Ils n'essayaient pas seulement de se débarrasser d'un fardeau. Ils prévoyaient de vendre ma maison pour résoudre leurs problèmes financiers. La dernière page du rapport de René contenait des informations sur la routine quotidienne de Zélie. Levée à 6h30, prépare son propre petit déjeuner pendant que les parents dorment. Marche seule jusqu'à l'école parce que Bérénice ne prend pas la peine de la conduire. Passe les après-midi chez la voisine parce que personne n'est à la maison quand l'école se termine. Ma petite fille s'élevait elle-même. J'ai fermé le rapport et attrapé mon téléphone. Il était temps d'appeler mon avocat. « Richard, c'est Marcel Fortier. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui. C'est urgent. » « Bien sûr, Marcel. De quoi s'agit-il ? » « J'ai besoin de protéger ma petite fille de ses propres parents. Et je pense qu'il est temps qu'ils apprennent exactement qui ils comptaient les jeter. » Cet après-midi-là, j'étais assise en face de René, dans ma chambre d'hôtel, passant en revue les dernières mises à jour. « Il y a quelque chose que vous devez voir tout de suite ?» dit-elle en ouvrant son ordinateur portable. « Votre belle-fille a rencontré un avocat hier, un spécialiste des soins aux personnes âgées et des procédures de tutelle. » Mon sang se glaça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils se préparent à vous faire déclarer mentalement incompétente si vous ne vous conformez pas à leur plan de maison de retraite. Ils construisent un dossier selon lequel vous souffrez de démence ou d'un autre déclin cognitif qui vous rend incapable de prendre soin de vous-même. Je me suis affaissée sur le rebord de la fenêtre, regardant à travers le paysage urbain, vers le quartier où ma petite fille faisait probablement ses devoirs seule, pendant que ses parents complotaient ma destruction légale. « Il y a plus », continua René. « L'avocat leur a conseillé de documenter des exemples de votre comportement erratique. Ils vont commencer à créer une trace écrite qui vous dépeint comme confuse et potentiellement dangereuse pour vous-même. » « Comment savez-vous tout ça ? » La secrétaire de l'avocat est ma cousine. Elle est horrifiée par ce qu'elle a entendu et voulait que quelqu'un vous prévienne. J'ai fermé les yeux, sentant tout le poids de leur trahison. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Ils étaient prêts à détruire ma réputation, mon autonomie, mon identité même pour obtenir ce qu'ils voulaient. « Madame Fortier, êtes-vous toujours là ? » ?»« Oui, » dis-je doucement. « Je suis là. Et René ? » ?»« Oui. Demain matin, je veux que vous organisiez une réunion avec Fabien et Bérénice. Dites-leur que je suis prête à rentrer à la maison et à discuter de leurs préoccupations concernant ma situation de vie. » « Êtes-vous sûr que c'est judicieux après ce que je viens de vous dire ? » Je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre, imaginant Zélie dans sa chambre, essayant de maintenir une semblance de normalité enfantine dans une maison dominée par la cupidité et la négligence. Ils pensent avoir affaire à une vieille femme confuse qui ne comprend pas ce qui lui arrive, ai-je dit. Il est temps qu'ils apprennent exactement qui ils ont sous-estimé. Maître Richard Casimir était l'avocat de Romain depuis plus de 20 ans. Un homme distingué aux cheveux d'argent et au genre de compétences tranquilles, qui vient de la gestion de fortune familiale pendant des décennies. Quand je suis entrée dans son bureau lambrissé d'acajou, il s'est levé avec le même respect qu'il m'avait toujours montré. Mais je pouvais voir la curiosité dans ses yeux. « Marcel, je dois admettre que votre appel m'a intriguée. Vous sembliez assez déterminé. » J'ai posé le rapport d'enquête de René sur son bureau, à côté du carnet de Romain. « Richard, je dois vous dire quelque chose que j'ai gardé caché pendant 5 ans. Romain ne m'a pas laissé aussi pauvre que tout le monde le croit. » Ses sourcils se sont légèrement haussés, mais il est resté silencieux alors que j'ouvrais le carnet au décompte final de nos actifs. 17 200 000 €, ai-je dit doucement. C'est ce que valent les brevets de Romain et nos investissements aujourd'hui. Le sang-froid de Richard s'est fissuré un instant. De toutes ces années à s'occuper de clients fortunés, je pouvais voir que cette révélation l'avait complètement pris au dépourvu. « Marcel, je me suis occupé de la succession de Romain. Le testament que j'ai fait homologuer montrait ce que je voulais qu'il montre.
La version que vous avez déposée était réelle, mais elle n'incluait pas les brevets ni les comptes d'investissement. Ceci était à mon seul nom, selon la volonté de Romain. J'ai tout expliqué, puis la décision de Romain de garder notre richesse secrète. Mes 5 années de vie modeste tout en regardant Fabien construire sa propre vie, et maintenant la découverte dévastatrice que mon fils et ma belle-fille prévoyaient de me faire interner pour accéder à ma propriété. Richard a écouté sans interrompre, prenant occasionnellement des notes. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir. « Que voulez-vous faire, Marcel ? » D'abord, je veux protéger Zélie. Je dois connaître mes options légales pour m'assurer que je peux la voir régulièrement, peu importe ce que ses parents décident à mon sujet. C'est délicat. Les droits des grands-parents varient, mais si nous pouvons démontrer que vous avez une relation établie avec l'enfant et que couper le contact nuirait à son bien-être. Je peux le démontrer. 8 ans de fêtes d'anniversaire, de soirées pyjama, d'événements scolaires. J'ai des photos, des cartes qu'elle m'a faites, tout. Bien. Quoi d'autre ? J'ai pris une profonde inspiration. Je veux acheter la maison à côté de celle de Fabien et Bérénice, celle avec le panneau « À vendre ». Je veux être assez proche pour veiller sur Zélie sans leur permission. Richard a pris une autre note. C'est certainement dans vos droits. Autre chose ? Je veux créer un fonds en fiducie pour Zélie que ses parents ne pourront pas toucher. Quelque chose de substantiel qui sera disponible quand elle aura 25 ans. À quel point substantiel ? 5 millions d'euros. Le stylo de Richard s'est arrêté de bouger. Marcel, c'est près d'un tiers de tout votre patrimoine. Zélie est mon avenir, Richard. C'est la seule personne dans cette famille qui a encore un cœur pur. Je veux m'assurer qu'elle n'aura jamais à dépendre de quelqu'un comme ils essaient de me rendre dépendante. Il a hoché la tête lentement. Je peux rédiger les documents de la fiducie. Y a-t-il autre chose ? J'ai hésité, puis j'ai sorti la partie la plus difficile de mon plan. Je veux faire un nouveau testament, un que Fabien et Bérénice n'attendront jamais. Comment ça ? Si quelque chose m'arrive avant que Zélie n'ait 18 ans, je veux que sa garde et la gestion de sa fiducie reviennent à ma sœur Patricia, en Bretagne. Fabien n'aura rien tant qu'il n'aura pas prouvé qu'il peut être le père et l'homme que sa fille mérite. Richard a posé son stylo. Marcel, c'est une mesure radicale. Vous déshéritez essentiellement votre unique enfant. Non, je lui donne une chance de mériter son héritage par son caractère plutôt que par son droit de naissance. Romain disait toujours que l'argent sans sagesse n'était qu'un fardeau. Fabien doit d'abord apprendre la sagesse. Et s'il ne l'apprend jamais ? J'ai pensé au visage innocent de Zélie, aux mensonges qu'il lui racontait, aux maisons de retraite que Bérénice recherchait. Alors Zélie héritera de tout quand elle aura 30 ans. Au moins une personne dans cette famille comprendra la valeur de ce que Romain a construit. Richard a passé l'heure suivante à rédiger des documents pendant que j'étais assise dans sa salle de conférence, regardant la ville où j'avais passé toute ma vie d'adulte. C'était surréaliste de prendre des décisions concernant des millions d'euros alors que mon fils me croyait un fardeau sans le sou. Mon téléphone a vibré. Un message de Fabien. « Maman, s'il te plaît, rentre à la maison. » Nous sommes tous morts d'inquiétude. Zélie n'arrête pas de demander où tu es. La mention du nom de Zélie m'a serré la poitrine. J'ai répondu. Je vais bien. Je prends du temps pour réfléchir. Sa réponse est venue immédiatement. Réfléchir à quoi ? Si c'est à propos de la discussion sur la maison de retraite, nous pouvons envisager d'autres options. Nous voulons juste ce qui est le mieux pour toi. J'ai fixé le message. Même maintenant, il ne pouvait pas être honnête. Il ne s'agissait pas de ce qui était le mieux pour moi. Il s'agissait de ce qui était pratique pour eux. Les documents sont prêts, a annoncé Richard en revenant dans la salle de conférence avec une pile de papier. Le fonds en fiducie pour Zélie, le Nouveau Testament, et j'ai aussi préparé une procuration qui garantit que personne ne peut prendre de décisions médicales ou financières pour vous sans votre consentement explicite.
Merci. J'ai signé chaque document avec soin, ma signature scellant un avenir que Fabien ne pouvait imaginer. Il y a une dernière chose, a dit Richard. La maison à côté de celle de votre fils. J'ai appelé l'agent immobilier. Les propriétaires sont motivés pour vendre rapidement en raison d'une mutation professionnelle. Ils accepteront une offre en espèces nettement inférieure au prix demandé. À quel point inférieur? Le prix demandé est de 485 000 euros. Ils accepteront 420 000 euros pour une offre en espèces qui peut être conclue dans les 2 semaines. Je n'ai pas hésité. Faites l'offre. 1 heure plus tard, j'étais propriétaire de la maison au 247 rue de l'Érable, juste à côté de la famille de mon fils. L'ironie ne m'a pas échappé. Il prévoyait de me mettre dans une maison de retraite pendant que j'achetais la maison voisine. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à ma nouvelle propriété avec les clés à la main. C'était une charmante maison coloniale à 2 étages avec un grand porche et un jardin qui jouxtait la propriété de Fabien. Depuis les fenêtres de l'étage, je pouvais voir directement dans la chambre de Zélie. Alors que je me tenais dans le salon vide, j'ai entendu des voix de la maison voisine. À travers les murs fins, je pouvais entendre Fabien et Bérénice se disputer. « Elle est partie depuis 4 jours, Fabien. 4 jours. » Les gens commencent à poser des questions. « Je sais, mais que suis-je censé leur dire? Que ma mère a disparu parce qu'elle a découvert que nous comptions la mettre en maison de retraite? » Tu n'étais pas censé la laisser découvrir. C'est un désastre. Je me suis rapproché du mur, le cœur battant. Peut-être qu'on devrait laisser tomber tout ça, dit Fabien, la voix lasse. Peut-être qu'on peut trouver un autre moyen de gérer nos finances. Tu es fou! La voix de Bérénice était acérée de colère. Sais-tu combien de dettes nous avons? La maison de ta mère est notre seule issue. Si nous ne la vendons pas, nous allons tout perdre. Mais si elle a vraiment disparu, si quelque chose lui est arrivé, rien ne lui est arrivé. Elle est probablement chez une amie, à essayer de nous inquiéter. Elle reviendra quand elle en aura marre de jouer à des jeux. Il y eut une pause, puis la voix de Fabien, plus basse maintenant. Et si elle ne revient pas? Alors nous déposons une déclaration de personne disparue et finissons par la faire déclarer incompétente. De toute façon, nous obtenons le contrôle de ses biens. Je me suis reculée du mur, les mains tremblantes. Bérénice ne se contentait pas de planifier mon internement. Elle était prête à me faire déclarer incompétente si je refusais de coopérer. Mon téléphone a sonné, me surprenant dans la maison vide. Le numéro de René. « Madame Fortier, j'ai une mise à jour que vous devez entendre immédiatement. » « Qu'est-ce que c'est? » Votre belle-fille a rencontré un avocat aujourd'hui, un avocat spécialisé dans les soins aux personnes âgées et les procédures de tutelle. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se prépare à vous faire déclarer mentalement incompétente si vous ne vous conformez pas à leur plan de maison de retraite. Ils construisent un dossier selon lequel vous souffrez de démence ou d'un autre déclin cognitif qui vous rend incapable de prendre soin de vous-même. Je me suis affaissée sur le rebord de la fenêtre, regardant à travers le jardin la maison où ma petite fille faisait probablement ses devoirs seule pendant que ses parents complotaient ma destruction légale. « Il y a plus, » continua René. L'avocat leur a conseillé de documenter des exemples de votre comportement erratique. Ils vont commencer à créer une trace écrite qui vous dépeint comme confuse et potentiellement dangereuse pour vous-même. Comment savez-vous tout ça? La secrétaire de l'avocat est ma cousine. Elle est horrifiée par ce qu'elle a entendu et voulait que quelqu'un vous prévienne. J'ai fermé les yeux, sentant tout le poids de leur trahison. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Ils étaient prêts à détruire ma réputation, mon autonomie, mon identité même pour obtenir ce qu'ils voulaient. « Madame Fortier. Êtes-vous toujours là? » « Oui, » dis-je doucement.
Je suis là. Et René? Oui. Demain matin, je veux que vous organisiez une réunion avec Fabien et Bérénice. Dites-leur que je suis prête à rentrer à la maison et à discuter de leurs préoccupations concernant ma situation de vie. Êtes-vous sûr que c'est judicieux, après ce que je viens de vous dire? Je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre surplombant leur jardin. Dans la fenêtre de la chambre de Zélie, je pouvais voir la silhouette de ma petite fille assise à son bureau. Ils pensent avoir affaire à une vieille femme confuse qui ne comprend pas ce qui lui arrive, ai-je dit. Il est temps qu'ils apprennent exactement qui ils ont sous-estimé. Au cours des 2 jours suivants, j'ai préparé la nouvelle maison avec l'essentiel. Un lit, un fauteuil confortable, des ustensiles de cuisine de base. Je ne prévoyais pas d'y vivre en permanence, mais j'avais besoin d'une base d'opération près de Zélie. La société de déménagement a livré une partie de mes affaires de mon ancienne maison, en évitant soigneusement les heures où Fabien pourrait passer en voiture. Chaque soir, je regardais les lumières s'éteindre dans la maison de mon fils, me demandant quelles histoires il racontait à Zélie sur mon absence. Faisait-il toujours semblant que j'étais malade? Avait-il commencé à suggérer que j'étais confuse, la préparant au récit qu'il construisait? La veille de notre réunion prévue, j'étais assise avec Richard dans mon nouveau salon, finalisant notre approche. « Vous comprenez qu'il pourrait mal réagir », m'a-t-il prévenu. « Les gens n'aiment pas être confrontés à leur propre tromperie. »« J'y compte », ai-je répondu. « Je veux qu'ils montrent leur vrai visage. »« Et Fabien ?»« C'est toujours votre fils. » J'ai regardé la photo de famille sur ma table d'appoint, prise lorsque Fabien obtenait son diplôme universitaire. Romain se tenait fièrement à ses côtés, son bras autour des épaules de notre fils. J'étais de l'autre côté de Fabien, souriant à l'appareil photo. Nous avions l'air si heureux, si unis. J'ai perdu mon fils le jour où il a décidé que j'étais superflue, ai-je dit doucement. J'espère qu'il y a encore une chance de le récupérer, mais je n'y compte pas. Richard a hoché la tête, comprenant la douleur derrière mes mots. La fiducie pour Zélie est établie. La maison est à votre nom. Votre procuration est enregistrée. Il n'y a rien qu'il puisse faire légalement pour vous contrôler, vous ou vos biens. Merci Richard pour tout. Après son départ, je suis restée dans la cuisine vide, me sentant à la fois puissante et terriblement seule. J'avais les ressources pour me protéger maintenant, mais à quel prix? Étais-je en train de détruire le peu de famille qu'il me restait? J'ai repoussé le doute. Ils avaient fait leur choix bien avant que je fasse le mien. Maintenant, ils allaient en affronter les conséquences. Je suis arrivée chez Fabien à exactement 14h20 le samedi après-midi, portant le même sac à main usé que j'avais depuis 10 ans et le même manteau modeste qui avait fait grimacer Bérénice lors des réunions de famille. Pour eux, je ressemblais à la même femme sans défense qui avait disparu une semaine auparavant. Ils n'avaient aucune idée que la femme qui se tenait sur leur porche possédait maintenant la maison voisine et avait 17 millions d'euros d'actifs qu'ils ne pouvaient pas toucher. Fabien a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Son visage était un mélange de soulagement et de colère à peine contenue. « Maman, Dieu merci, où étais-tu » Nous étions morts d'inquiétude. Le mensonge lui venait si facilement que j'ai presque eu pitié de l'homme qu'il était devenu. J'avais besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit simplement en entrant dans le hall. La maison sentait toujours le parfum cher de Bérénice et les fleurs fraîches qu'elle achetait chaque semaine pour maintenir les apparences. Bérénice est apparue du salon, son sourire aussi artificiel que ses cheveux méchés. « Marcel, nous avons eu si peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Vous ne pouvez pas disparaître comme ça sans prévenir personne. » J'ai 66 ans, Bérénice. Je n'ai pas besoin de permission pour quitter ma propre maison. Son sourire a légèrement vacillé. Bien sûr que non. Nous nous inquiétons juste pour vous,
vivant seule à votre âge. Zélie est descendue en courant les escaliers, se jetant dans mes bras. Mamie, tu m'as tellement manqué. Maman a dit que tu étais malade. Je l'ai serrée fort, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. Je ne suis pas malade, mon trésor. Je vais parfaitement bien. Par-dessus la tête de Zélie, j'ai vu Bérénice et Fabien échanger un regard. Leur premier mensonge venait d'être exposé. Zélie, pourquoi n'irais-tu pas jouer dans ta chambre pendant que les adultes parlent ? Dit Bérénice, la voix plus tendue maintenant. Je peux rester avec mamie ? Non, ma chérie, dis-je doucement. Je dois parler à tes parents seuls. Mais je viendrai te dire au revoir avant de partir. Après que Zélie soit montée à contre-cœur, nous nous sommes assis tous les trois dans le salon. J'ai choisi le vieux fauteuil de Romain, celui que Fabien avait déménagé ici après la mort de son père. Cela semblait approprié, d'une certaine manière, d'avoir la présence de Romain pour ce qui allait se passer. « Maman » commença Fabien, se penchant en avant, les mains jointes. « Nous devons discuter de votre situation de vie. Bérénice et moi avons fait des recherches sur de très belles résidences où vous auriez des gens autour de vous. Des activités, des soins médicaux, si vous en aviez besoin. » Vous voulez dire des maisons de retraite ? Bérénice intervint doucement. Des résidences pour personnes âgées, des endroits conçus pour les seniors actifs qui veulent maintenir leur indépendance tout en ayant un soutien disponible. J'ai sorti le rapport d'enquête de René de mon sac à main et l'ai posé sur la table basse. Vous voulez dire des endroits comme le manoir du crépuscule, celui avec les violations du code de la santé, ou peut-être les Pins Dorés, où l'État a trouvé des preuves de négligence envers les patients ? Ils ont tous les deux fixé le document. Fabien a tendu la main pour le prendre, mais j'ai levé la mienne. Ne touchez pas à ça pour l'instant. Nous avons d'autres choses à discuter d'abord. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application d'enregistrement vocal, la posant sur la table entre nous. Je veux m'assurer que nous sommes tous clairs sur ce qui est discuté ici. « Maman, tu n'as pas besoin d'enregistrer. » commença Fabien. « En fait, si. Vous voyez, je connais votre situation financière. Je sais que vous avez plus de 200 000 € de dettes diverses. Je sais que vous recherchez des maisons de retraite depuis 6 mois, pas 5 jours. Et je sais que vous avez déjà parlé à un avocat pour me faire déclarer incompétente. » La couleur a quitté le visage de Bérénice. La bouche de Fabien s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. « Comment » commença Bérénice. « Comment je sais ? Parce que contrairement à ce que vous pensez apparemment, je ne suis pas une vieille femme sénile qui peut être facilement manipulée. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac à main et en ai sorti une carte de visite. René Lebrun, détective privé, travail très approfondi. Fabien a retrouvé sa voix. Tu as engagé une détective privée, maman. C'est un comportement paranoïaque. Peut-être que nous devrions demander au docteur pâtissier de jeter un œil. J'ai ri, un son qui a semblé résonner dans la pièce soudainement silencieuse. Paranoïaque, Fabien ? Ta femme a rencontré un avocat spécialisé en droit des personnes âgées hier pour discuter de mon internement contre ma volonté. Je dirais que ma paranoïa était parfaitement justifiée. Bérénice s'est levée d'un bond. C'est ridicule. Nous essayons de vous aider et vous nous traitez comme des criminels. Asseyez-vous, Bérénice. Quelque chose dans mon ton a dû la surprendre, car elle a obéi. Maintenant, ai-je continué. Parlons de ce que vous voulez vraiment. Vous voulez vendre ma maison pour payer vos dettes. Vous voulez que je sois hors de votre chemin pour que vous puissiez accéder à ce que vous pensez être mon seul atout. Ce n'est pas... commença Fabien. J'ai de nouveau levé la main. Je n'ai pas fini. Vous avez menti à Zélie, lui disant que je suis malade alors que je suis en parfaite santé. Vous avez répandu des rumeurs dans le quartier sur mon état mental.
et vous prévoyiez de me mettre dans l'établissement le moins cher que vous pouviez trouver pendant que vous profitiez de ma propriété. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Mais voici ce que vous ne savez pas, dis-je en fouillant une dernière fois dans mon sac à main. J'ai sorti le carnet de Romain et mes relevés bancaires. Vous ne savez pas qui vous comptiez vraiment détruire. J'ai ouvert le carnet à la première page et j'ai commencé à lire à haute voix. Brevet numéro 8 745-321, système d'alimentation automatique pour animaux de compagnie, déposé par Romain Fortier, 15 mars 2003. Redevance annuelle actuelle, 847 000 €. Les yeux de Fabien se sont écarquillés. De quoi parles-tu ? J'ai tourné la page. Brevet numéro 9-164-982. Distributeur de médicaments programmables, déposé par Romain Fortier, 2 août 2008. Redevance annuelle actuelle, 623 000 €. Maman, je ne comprends pas. Brevet numéro 9834 LI771. Contrôleur d'irrigation intelligent. Déposé par Romain Fortier, 4 janvier 2011. Redevances annuelles actuelles, 891 000 €. J'ai fermé le carnet et ouvert mon relevé bancaire, le tournant pour qu'il puisse voir le total en bas. Actifs totaux actuels, 17 200 000 €. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Bérénice était devenu complètement blanc. Fabien fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. « C'est impossible, » murmura Bérénice. « Vous vivez dans cette petite maison. Vous découpez des coupons de réduction. Vous achetez des produits de marque distributeur. Je vis modestement parce que ton père me l'a demandé, dis-je en regardant Fabien. Il voulait que tu construises ton propre succès sans dépendre de l'argent de la famille. Il voulait voir quel genre d'homme son fils deviendrait. J'ai regardé Fabien droit dans les yeux. Maintenant, je sais. Maman, si c'est vrai, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi nous as-tu laissé nous débattre alors que tu aurais pu nous aider? Je vous ai aidé. Les 50 000 € que vous pensez provenir de l'assurance vie de votre père pour la compte de votre maison, c'était moi. L'héritage que vous avez reçu à la mort de votre grand-mère, c'était moi aussi. Je vous ai soutenu discrètement pendant des années, espérant que vous développeriez le caractère nécessaire pour gérer de vraies responsabilités. Bérénice a enfin retrouvé sa voix. Si vous êtes si riche, alors pourquoi vivez-vous comme une miséreuse? Parce que la richesse sans la sagesse n'a aucun sens. Votre père l'avait compris. Malheureusement, aucun de vous deux ne le comprend. Je me suis levée, rassemblant mes papiers. Voici ce qui va se passer. J'ai acheté la maison à côté de la vôtre. J'emménagerai la semaine prochaine. Tu as... Quoi? La voix de Fabien s'est brisée. Je serai assez proche pour maintenir une relation avec Zélie, indépendamment de vos souhaits. J'ai également créé un fonds en fiducie de 5 millions € pour son éducation et son avenir, auquel aucun de vous ne peut toucher. Bérénice avait l'air de pouvoir s'évanouir. 5 millions €? Quant à vous deux, ai-je continué, vous avez le choix. Vous pouvez vous excuser pour votre comportement, vous engager à être de meilleurs parents pour Zélie, et peut-être que nous pourrons reconstruire une sorte de relation. Ou vous pouvez continuer sur cette voie, auquel cas vous découvrirez que les gens avec 17 millions € ont de très bons avocats. Fabien s'est levé, les mains tremblantes. Maman, nous avons fait une erreur. Nous étions désespérés. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. Si nous avions su pour l'argent de papa, si vous aviez su pour l'argent, vous auriez tourné autour de moi pendant des années, attendant que je meure pour pouvoir hériter, exactement comme vous le faites maintenant, sauf que vous prévoyez d'accélérer le processus. Le sang-froid de Bérénice a finalement cédé. C'est insensé. Vous ne pouvez pas simplement acheter la maison voisine et nous espionner. Nous avons des droits en tant que parents.
Oui, vous en avez. Et j'ai des droits en tant que grand-mère. J'ai aussi les ressources pour protéger ces droits, ce que vous avez apparemment oublié lorsque vous prévoyez de me faire déclarer incompétente. Je me suis dirigée vers les escaliers. Je vais dire au revoir à Zélie maintenant. Et Bérénice? Elle m'a regardée avec des yeux remplis de larmes. Si jamais vous lui mentez à nouveau à mon sujet, si jamais vous essayez de la monter contre moi, comme vous avez monté Fabien, vous découvrirez que 17 millions d'euros peuvent acheter beaucoup de problèmes juridiques pour les gens qui menacent le bien-être de ma petite fille. J'ai monté les escaliers, les laissant assis dans leur salon, entourés par les décombres de leurs suppositions sur la vieille femme sans défense qu'ils avaient essayé de rejeter. Zélie était dans sa chambre, en train de colorier à son bureau. Elle a levé les yeux quand j'ai frappé au cadre de sa porte. « Mamie, tu repars ?» Je me suis assise sur son lit et j'ai tapoté l'espace à côté de moi. Elle est montée et s'est blottie contre moi. « Je ne pars pas, mon trésor. J'emménage dans la maison juste à côté pour pouvoir te voir quand tu veux. » Ses yeux se sont illuminés. « Vraiment? La jolie maison avec le grand porche? Vraiment? Et Zélie? Oui? Si tes parents te disent un jour que mamie est malade ou confuse ou ne peut pas prendre soin d'elle-même, je veux que tu te souviennes de cette conversation. Je veux que tu te souviennes que mamie va parfaitement bien et sera toujours là pour toi. » Elle a hoché la tête sérieusement. « Je m'en souviendrai. » Bonne fille. Maintenant, je dois m'occuper de quelques arrangements de déménagement, mais je te verrai très bientôt. En redescendant, j'entendais des chuchotements urgents depuis le salon. Fabien et Bérénice étaient penchés sur son ordinateur portable, cherchant probablement à savoir si ce que je leur avais dit était possible. Ils allaient apprendre que non seulement c'était possible, mais que leur tentative de me contrôler s'était retournée contre eux d'une manière qu'ils n'auraient pu imaginer. Je suis sortie sans leur dire au revoir. Ils avaient beaucoup de choses à méditer, et j'avais une nouvelle vie à commencer. Au lieu de retourner à l'hôtel, j'ai conduit directement à ma nouvelle maison. J'avais besoin de temps pour digérer ce qui venait de se passer. La confrontation s'était déroulée exactement comme je l'avais prévu, mais je n'avais pas anticipé le sentiment de vide qui suivrait. J'avais gagné la bataille, mais à quel prix? Je me suis assise sur le porche de ma nouvelle maison, regardant le coucher de soleil peindre le quartier de teintes dorées et ambrées. De l'autre côté du jardin, je pouvais voir les lumières allumées dans la maison de Fabien. Des ombres bougeaient derrière les rideaux. Se disputaient-ils? Planifiaient-ils, essayant de trouver un moyen de sauver leur situation financière? Mon téléphone a sonné. Richard. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu. Ils ont été choqués, puis sur la défensive, puis désespérés. Et comment vous sentez-vous? J'ai fait une pause, réfléchissant à la question. Justifié, triste, soulagé, tout ça à la fois. C'est compréhensible. Ce n'est pas ainsi qu'une mère rêve de sa relation avec son enfant. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est ce qu'ils ont choisi. Quelle est votre prochaine étape? J'ai regardé la lumière de la chambre de Zélie s'allumer. Sa petite silhouette est apparue à la fenêtre, et je l'ai vue scanner le jardin, regardant vers ma nouvelle maison. J'ai levé la main et j'ai fait un signe. Après un moment, elle a répondu avec enthousiasme. Ma prochaine étape est d'être la grand-mère que Zélie mérite et de laisser Fabien et Bérénice décider quel genre de personne ils veulent être. Et s'ils choisissent mal, alors ils perdront tout ce qui compte. Et ce ne sera pas parce que je le leur aurai enlevé, ce sera parce qu'ils l'auront jeté. Après avoir raccroché, je suis restée assise sur le porche jusqu'à ce que l'air du soir devienne frais. Les lumières de la maison de Fabien se sont éteintes une par une jusqu'à ce que seule celle de Zélie reste. Je l'ai regardé tirer les rideaux, puis quelques minutes plus tard, sa lumière s'est aussi éteinte. Demain apporterait de nouveaux défis. Fabien et Bérénice pourraient se défendre,
essayer de restreindre mon accès à Zélie, répandre plus de mensonges sur mon état mental. Mais ils se battraient contre des ressources qu'ils ne pouvaient imaginer, contre une femme qu'ils avaient grossièrement sous-estimée, et contre la vérité qui finirait par devenir claire pour tous ceux qui comptaient. Je suis rentrée et j'ai verrouillé la porte de ma nouvelle maison. Dans le salon vide, j'ai ouvert le carnet de Romain une dernière fois, passant mes doigts sur son écriture familière. « Tu avais raison, Romain », ai-je murmuré. Certaines leçons ne peuvent s'apprendre qu'à la dure. 3 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation dans le salon de Fabien. Les saisons avaient changé, et les érables entre nos maisons étaient maintenant flamboyants de couleurs automnales. Je m'étais installée dans ma nouvelle maison, la transformant en un sanctuaire. Non seulement pour moi-même, mais aussi pour Zélie. Chaque jour après l'école, elle traversait le jardin en courant, son sac à dos rebondissant, et entrait par ma porte arrière sans frapper. « Mamie, je suis là !» La joie dans sa voix était un baume pour toute la douleur des derniers mois. Nous avions planté un potager ensemble dans le jardin. Quelque chose que je n'avais jamais eu le temps de faire quand je travaillais si dur pour maintenir l'illusion de difficultés financières. Tomates, poivrons et un assortiment d'herbes aromatiques poussaient en rangées ordonnées, avec de petites pierres peintes par Zélie marquant chaque plante. « Madame Fortier ?» René Lebrun se tenait à l'entrée de ma cuisine, son expression grave. Je l'avais gardé sous contrat, surveillant la situation avec Fabien et Bérénice. Leur réaction avait été, au mieux, imprévisible. « Qu'y a-t-il » demandai-je en posant la pâte à biscuits que je mélangeais avec Zélie. « Pouvons-nous parler en privé ?» J'ai fait un signe de tête à Zélie. « Mon trésor, pourquoi n'irais-tu pas cueillir quelques tomates pour le dîner? Celles qui sont bien mûres, tu te souviens? » « Oui, mamie. » Elle est sortie en sautillant, fière de sa nouvelle responsabilité. René a posé un dossier sur le comptoir de la cuisine. Bérénice a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales pour restreindre votre accès à Zélie. La cuillère en bois dans ma main s'est cassée en 2. Pour quel motif? Elle prétend que vous faites preuve d'une ingérence inappropriée dans leur éducation, que vous minez leur autorité et que vous semez la confusion chez Zélie avec des instructions contradictoires. C'est absurde. Ça empire. Elle prétend que votre richesse soudaine et l'achat de la maison voisine démontrent un comportement erratique compatible avec le début d'un déclin cognitif. J'ai ri amèrement. Alors, elle continue de pousser ce récit. La signature de Fabien est également sur la requête. Ça m'a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Malgré tout, j'avais espéré que mon fils finirait par voir clair dans les manipulations de Bérénice. Quand est l'audience? Dans 2 semaines. J'ai déjà alerté Richard. Il prépare une réponse. À travers la fenêtre, je voyais Zélie sélectionner soigneusement les tomates, son petit visage plissé par la concentration. L'idée d'être séparée d'elle me faisait mal à la poitrine. Et Zélie? A-t-elle montré des signes de détresse? René a hésité. Elle a demandé à son institutrice si elle pouvait vous appeler pendant les heures de classe. Elle semble anxieuse quand elle ne peut pas vous voir pendant une journée entière. J'ai fermé les yeux, retenant mes larmes. C'était exactement ce que je craignais, que mon conflit avec Fabien et Bérénice affecte le bien-être émotionnel de Zélie. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Fabien a fait des heures supplémentaires à son bureau d'études. Bérénice a passé plus de temps à la maison, ce qui est inhabituel pour elle, et ils ont mis leur maison en vente. Ils prévoient de déménager pour emmener Zélie. C'est possible. Le prix de vente est nettement supérieur à la valeur du marché, ce qui suggère qu'ils sont toujours désespérément à court d'argent. J'ai regardé la cuillère cassée dans ma main. Ils n'apprennent jamais, n'est-ce pas? Une dernière chose, dit René en sortant une photo du dossier. Ceci a été pris hier au bureau de l'avocat de Bérénice.
La photo montrait Bérénice parlant à un homme que je ne reconnaissais pas. Qui est-ce? Docteur Neuville Hébert. C'est un gérontopsychiatre qui témoigne fréquemment dans les audiences de compétences. Mon sang se glaça. Ils essaient toujours de me faire déclarer incompétente. Il semble que oui. Zélie est revenue en bondissant, ses petites mains tenant soigneusement 5 tomates parfaitement mûres. « Regarde, mamie, j'ai trouvé les meilleures. » J'ai forcé un sourire, dissimulant ma peur et ma colère. Elles sont parfaites, mon trésor, absolument parfaites. Après le départ de René, j'ai fini de faire des biscuits avec Zélie, maintenant une façade joyeuse pendant que mon esprit élaborait des plans d'urgence. Quand Fabien est arrivé pour la chercher, il m'a à peine regardée. « Tu t'es bien amusée avec mamie ?» a-t-il demandé à Zélie machinalement. « Oui, on a fait des biscuits, et j'ai cueilli des tomates, et mamie m'a montré comment faire une mangeoire à oiseaux. » Fabien a hoché la tête, ses yeux balayant ma cuisine, notant probablement les nouveaux appareils et le mobilier de qualité, preuve supplémentaire de la richesse que j'avais cachée. « Il est temps de rentrer, ma puce. Maman attend. »« Je peux revenir demain, papa, s'il te plaît ?» Une lueur de quelque chose, culpabilité, conflit, a traversé son visage. « On verra. Tu as un rendez-vous pour jouer avec Emma demain. Tu te souviens ?» Le visage de Zélie s'est décomposé. « Mais j'étais là hier quand Emma a appelé. On n'a pas pris de rendez-vous. » Fabien a rougi. « Eh bien, maman a dû l'arranger aujourd'hui. Allez, on y va. » Alors qu'il partait, Zélie s'est retournée pour me faire un signe, son expression troublée. Elle savait que quelque chose n'allait pas, même si elle ne pouvait pas l'articuler. Je les ai regardés traverser le jardin, ma petite fille sautillant devant, tandis que mon fils marchait les épaules voûtées. Pour la première fois, je me suis demandé si Fabien n'était pas autant une victime des machinations de Bérénice que je l'avais été. Mais ensuite, je me suis souvenu de sa signature sur la requête au tribunal. Il avait fait son choix. Ce soir-là, j'ai appelé Richard pour discuter de notre stratégie pour l'audience à venir. « Ils vont vous dépeindre comme instable, » m'a-t-il prévenu. « La révélation soudaine de la richesse, l'achat de la maison voisine, ils vont déformer tout ça pour vous faire paraître irrationnel. » Peuvent-ils réussir? Normalement. Je dirais aucune chance. Mais les juges aux affaires familiales se préoccupent principalement du bien-être de l'enfant. S'ils peuvent créer suffisamment de doutes sur votre stabilité, le juge pourrait pécher par excès de prudence. Alors, que faisons-nous? Nous démontrons que vous n'êtes pas seulement stable, mais que votre présence est bénéfique pour Zélie. Nous montrerons ses progrès scolaires depuis que vous êtes à côté. Nous présenterons des preuves des activités saines et des routines que vous avez établies, et nous contrerons leur récit sur votre état mental avec une évaluation de notre propre expert. J'ai hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas me voir au téléphone. Organisez ça, quoi que cela coûte. Après avoir raccroché, j'ai traversé ma nouvelle maison, touchant les meubles, les murs, les photographies que j'avais soigneusement disposées. Cet endroit était devenu ma forteresse, ma tour de guet d'où je pouvais protéger Zélie. Je ne laisserai pas Bérénice m'enlever ça. Par la fenêtre, je pouvais voir Fabien et Bérénice se disputer dans leur cuisine. Leurs gestes étaient animés, leurs visages contractés par l'émotion. Et debout dans l'embrasure de la porte, regardant avec de grands yeux, se tenait Zélie. Mon cœur s'est brisé pour elle. Prise dans le feu croisé des batailles d'adultes qu'elle ne pouvait pas comprendre. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Si Fabien et Bérénice voulaient se battre, ils en auraient une. Mais ce serait à mes conditions. Le tribunal de la famille était plus petit que je ne l'avais imaginé, plus intime et, d'une certaine manière, plus intimidant à cause de cela. J'étais assise à côté de Richard,
à une table, tandis que Fabien, Bérénice et leur avocat occupaient l'autre. Zélie était absente, attendant avec un défenseur désigné par le tribunal dans une autre pièce. La juge Éléonore Ramirez, une femme à l'air sévère dans la soixantaine, a examiné les documents devant elle, levant occasionnellement les yeux vers nos tables avec une expression impénétrable. « Avant de commencer, dit-elle finalement, je veux être claire. Ma seule préoccupation est le bien-être de l'enfant. Je ne suis pas intéressée par les querelles familiales, les litiges financiers ou les vengeances personnelles. Est-ce compris? » Nous avons tous hoché la tête. Bien. Madame Vance Fortier, puisque vous avez présenté cette requête, votre conseil peut procéder. L'avocat de Bérénice, un homme à l'allure lisse nommé Martin Graves, s'est approché du banc. Votre honneur. Cette affaire concerne une grand-mère qui, après avoir montré un comportement de plus en plus erratique, a pris des mesures extraordinaires et inquiétantes pour s'immiscer dans la vie familiale de mes clients. Il a exposé leur cas avec une précision rodée. Par conséquent, je rejette la requête visant à restreindre l'accès. J'ai expiré lentement, un soulagement m'envahissant. De plus, a poursuivi la juge Ramirez, je suis préoccupée par le témoignage concernant l'environnement familial de l'enfant. J'ordonne une évaluation familiale complète qui sera menée au cours des 30 prochains jours, avec des audiences de suivi si nécessaire. Elle a frappé de son marteau. La séance est levée. Alors que nous rassemblions nos papiers, Richard s'est penché près de moi. C'est une victoire totale, Marcel. Et l'évaluation familiale? Ça va mettre Fabien et Bérénice sous le microscope. J'ai hoché la tête, mais n'ai ressenti aucune joie de cette victoire. De l'autre côté de la pièce, Bérénice réprimandait leur avocat, tandis que Fabien se tenait à l'écart, l'air perdu. Ce n'était pas ce que j'avais voulu. J'avais cherché la protection, pas la destruction. « Richard, dis-je doucement, que se passe-t-il maintenant ?» Il a suivi mon regard vers mon fils. « Cela dépend d'eux et de vous. » Dans les semaines qui ont suivi l'audience, un nouveau rythme étrange s'est installé. Zélie passait tous les après-midi avec moi, arrivant dès la fin de l'école et restant jusqu'au dîner. Fabien venait la chercher en silence, échangeait des politesses minimales et disparaissait dans sa maison. Bérénice n'est jamais venue à ma porte. Grâce à Zélie et à mes aperçus occasionnels par les fenêtres, j'ai reconstitué la situation qui se détériorait chez eux. Fabien et Bérénice se parlaient à peine. Ils dormaient dans des chambres séparées. Bérénice avait pris l'habitude de quitter la maison pendant des heures, parfois des jours entiers, sans explication. « Papa est tout le temps triste », m'a confié Zélie un après-midi, alors que nous pétrissions de la pâte à pain ensemble. « Et maman est toujours en colère. Je suis désolée d'entendre ça, mon trésor. » ai-je dit, gardant une voix neutre. « Ça doit être difficile pour toi. » Elle a hoché la tête, ses petites mains travaillant la pâte avec une force surprenante. Papa s'assoit dans son bureau, regarde des papiers et soupire. Maman lui crie dessus à propos de l'argent. J'essaie d'être très silencieuse pour qu'il ne se souvienne pas que je suis là. Mon cœur s'est serré. Tu sais que rien de tout ça n'est de ta faute, n'est-ce pas? Je sais. Elle a pressé son doigt dans la pâte, faisant une petite indentation. Papa me l'a dit. Il a dit que les adultes ont parfois de gros problèmes qui les font agir différemment, mais que ce n'est jamais à cause de moi. J'ai été surprise et quelque peu soulagée d'entendre que Fabien avait fait cet effort. Ton papa a raison. Mamie. Zélie leva les yeux vers moi, de la farine poudrant ses joues. Est-ce que toi et papa, vous vous disputez? J'ai fait une pause, réfléchissant à comment répondre honnêtement sans l'accabler. Ton papa et moi avons quelques désaccords en ce moment, mais nous t'aimons tous les deux très fort. Ça ne changera jamais. Elle a semblé accepter cela, retournant son attention à la pâte. Mais un instant plus tard, elle a ajouté
Tu manques à papa. Je l'ai entendu dire à maman qu'il avait fait une grosse erreur. Avant que je puisse digérer cela, la sonnette a retenti. J'ai essuyé mes mains et suis allée ouvrir, surprise de trouver Fabien là, des heures avant l'heure habituelle de ramassage. « Maman !» dit-il, la voix rauque. « Pouvons-nous parler ?» J'ai jeté un coup d'œil à Zélie, qui jouait joyeusement avec la pâte. « Entre, elle est dans la cuisine. » Fabien est entré, ses yeux parcourant la maison que j'avais créée. Des photos de Zélie et moi bordèrent les murs, ainsi que des photos plus anciennes de Fabien l'enfant et quelques-unes de Romain. Rien d'ostentatoire, rien qui criait la richesse, juste un espace confortable et habité, rempli d'amour. « Salut, papa !» a appelé Zélie. « On fait du pain. Tu veux aider ?» L'ombre d'un sourire a traversé son visage. « Peut-être la prochaine fois, ma puce. Je dois parler à mamie quelques minutes. C'est d'accord ?» Elle a hoché la tête, retournant à sa pâte avec la concentration intense que seuls les enfants peuvent avoir. J'ai conduit Fabien au salon, assez loin pour que Zélie n'entende pas, mais où je pouvais toujours la surveiller. « Qu'y a-t-il » demandai-je, sans méchanceté. Fabien passa une main dans ses cheveux, un geste si semblable à celui de son père que cela me serra la poitrine. « Je suis désolé, » dit-il simplement. « Je suis tellement désolé, maman. » Je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais préparée à d'autres accusations, à de nouvelles tentatives de me contrôler ou de limiter mon temps avec Zélie, pas à des excuses. Pourquoi précisément ? J'avais besoin de l'entendre le dire. Pour tout, pour avoir cru la version des faits de Bérénice sans poser de questions, pour ne pas t'avoir défendu, pour avoir été prêt à... Il déglutit difficilement. Te mettre dans un établissement contre ta volonté. Mon Dieu, quand je le dis à voix haute, je n'arrive pas à croire que j'ai marché là-dedans. J'ai étudié le visage de mon fils, cherchant des signes de manipulation ou d'insincérité. Je n'ai vu que de l'épuisement et un remords sincère. « Qu'est-ce qui a changé ?» demandai-je. L'audience. Entendre notre plan exposé comme ça. Voir les preuves que Bérénice le préparait depuis des mois. Écouter ce que Zélie a dit à son avocat sur le fait de se sentir invisible à la maison. Sa voix s'est brisée. Et te regarder ? Tu n'étais ni en colère, ni vengeresse. Tu étais juste maman. La même femme forte et pleine de principes qui m'a élevée. Il baissa les yeux sur ses mains. Je n'arrêtais pas de penser à ce que papa dirait s'il pouvait voir ce que j'étais devenue. À quel point il serait déçu. Ton père a toujours cru en ton potentiel, Fabien, même à la fin. Ça rend les choses presque pires. Il a rencontré mon regard, ses yeux humides. J'ai tout gâché. Mon mariage s'effondre. Je suis noyée sous les dettes. J'ai trahi ma mère et échoué en tant que père pour ma fille. Une partie de moi voulait le réconforter, lui dire que tout irait bien. Mais les platitudes n'aideraient aucun de nous. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» demandai-je à la place. Il a semblé surpris par la question. « Je ne sais pas. Bérénice parle de divorce. Elle dit que ce n'est pas ce pourquoi elle a signé. Et Zélie, c'est la seule chose qui me fait tenir. » Sa voix s'est renforcée. « Je ne lui ferai plus défaut. Quoi qu'il arrive avec Bérénice, je serai le père que Zélie mérite. » J'ai hoché la tête, me permettant de ressentir un espoir prudent. « C'est un début. Maman, il y a autre chose. » Fabien semblait nerveux maintenant. Bérénice a pris de l'argent du fonds d'études de Zélie, environ 30 000 €. Elle a dit que c'était pour une opportunité d'investissement, mais j'ai trouvé des reçus pour des bijoux, des soins spa, un week-end à Las Vegas. Ma colère a éclaté. Quand ? Le mois dernier, avant l'audience. Je l'ai confronté hier soir. Il a touché sa joue et j'ai remarqué pour la première fois une légère ecchymose qui se formait. Elle ne l'a pas bien pris.
Cela expliquait les chambres séparées, les absences prolongées. Bérénice préparait sa stratégie de sortie. « Fabien, écoute-moi attentivement. Je crois que tu es sincère en ce moment, mais la confiance doit être reconstruite avec le temps, pas en une seule conversation. Je sais. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement. Il ne s'agit pas seulement de pardon. Il s'agit de protection. Pour Zélie, pour toi, et oui, pour moi aussi. Si Bérénice est prête à voler l'avenir de sa propre fille, que pourrait-elle faire d'autre quand elle sera acculée? Il hocha la tête lentement. Que dois-je faire? Documente tout, sécurise tes papiers importants. Et surtout, assure-toi que Zélie n'est jamais laissée seule avec Bérénice si elle est de mauvaise humeur. Tu penses qu'elle ferait du mal à Zélie? L'horreur dans sa voix était sincère. Je ne sais pas, mais je ne prendrai pas le risque. J'ai adouci mon ton. Fabien, tu es toujours mon fils. Malgré tout, je veux t'aider à retrouver le chemin de l'homme que je sais que tu peux être. Mais j'ai besoin de voir des actions cohérentes, pas seulement des mots. Je comprends. Il s'est levé, l'air un peu plus stable qu'à son arrivée. Merci de m'avoir écouté. Je ne le méritais pas. Non, tu ne le méritais pas, ai-je convenu. Mais Zélie mérite d'avoir son père et sa grand-mère qui travaillent ensemble pour son bien. Comme si elle était invoquée par son nom, Zélie est apparue dans l'embrasure de la porte. Ses mains et son visage poudré de farine. Le pain est prêt à être enfourné, mamie. J'arrive tout de suite, mon trésor. Fabien s'est agenouillé à sa hauteur. Ce pain a l'air délicieux. Garde-m'en un peu. Tu peux rester dîner, suggéra Zélie avec empressement. N'est-ce pas, mamie? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Si ton papa le veut. J'aimerais beaucoup, dit doucement Fabien. J'aimerais beaucoup ça. Le calme après l'audience a duré exactement 17 jours. Le 18e jour, tout a explosé. J'étais dans mon jardin en train de récolter les dernières tomates de la saison quand j'ai entendu les cris de la maison voisine. Du verre s'est brisé, une porte a claqué, puis la voix de Fabien, plus forte que je ne l'avais jamais entendue. « Où est-il? Qu'as-tu fait avec ?» J'ai laissé tomber mon panier et j'ai couru vers leur maison. Avant que je ne l'atteigne, la porte d'entrée s'est ouverte en grand et Bérénice est sortie en trombe, une valise de marque à la main, le visage déformé par la rage. Elle m'a aperçu et a changé de direction, marchant droit sur moi. « Toi !» cracha-t-elle. « Tu as tout gâché. »« Bérénice, que se passe-t-il? Où est Zélie ?» Comme si tu t'en souciais. Tout ce que tu voulais, c'était le monter contre moi. Eh bien, félicitations. Tu as gagné. Derrière elle, Fabien est apparu dans l'embrasure de la porte, le visage livide. « Bérénice, arrête, nous devons en parler. » Elle se retourna pour lui faire face. « Il n'y a rien à dire. Tu as choisi ta mère plutôt que moi. Tu as choisi un enfant qui n'est même pas le tien plutôt que moi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme du poison. Fabien chancela, comme s'il avait été frappé physiquement. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Sa voix était à peine audible. Le rire de Bérénice était cruel et cassant. Un ricanement. « Oh, ai-je oublié de mentionner que Zélie n'est pas ta fille, Fabien? Jamais. Fais le calcul. Ces voyages d'affaires que j'ai faits pendant la première année de notre mariage, je n'étais pas seule. J'ai eu l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. Zélie, ma belle petite fille aux yeux vifs, n'était pas l'enfant biologique de Fabien. J'ai regardé mon fils, voyant son monde s'effondrer pour la 2e fois en autant de mois. « Tu mens, » murmura-t-il. « Tu dis juste ça pour me faire du mal. » Pourquoi mentirais-je maintenant? Tout est fini de toute façon. Elle rejeta ses cheveux en arrière. Vérifie son groupe sanguin si tu ne me crois pas. Ou mieux encore, fais un test ADN. La science moderne est si pratique. Où est-elle?
demandai-je, retrouvant ma voix. Où est Zélie? À l'école. Ou d'autres? Non pas que ça m'importe encore. Elle n'a toujours été qu'un moyen pour parvenir à une fin. Le compte en banque de ton précieux fils. Le sourire de Bérénice était glaçant. Bien que j'aie réussi à me constituer un petit pécule sur tes comptes, Fabien. Le virement vient d'être effectué ce matin. De quoi parles-tu? Fabien avait l'air confus, puis horrifié. Le fonds d'urgence, c'était tout ce qu'il nous restait. Correction, tout ce qu'il te restait. Considère ça comme mon indemnité de départ. Elle a vérifié sa montre. Mon vol part dans 2 heures, alors c'est un adieu. Ne t'embête pas avec les avocats. Je serai hors du pays avant qu'ils puissent m'en déposer les papiers. Elle se tourna vers moi. Son masque de sophistication complètement disparu, révélant la manipulatrice sans cœur en dessous. Et toi, vieille femme, si suffisante avec tes millions, si vertueuse, tu penses t'avoir gagné, mais regarde ce qu'il reste de ton fils. Regarde l'enfant qui n'est même pas de ton sang. Est-ce que ça en valait la peine? Avant que je puisse répondre, elle s'est dirigée vers le taxi qui attendait, que je n'avais même pas remarqué arriver. Alors qu'il s'éloignait, Fabien s'est effondré à genoux sur la pelouse, le visage vide de choc. Je me suis précipitée à ses côtés. « Fabien, regarde-moi !» Ses yeux étaient vagues. Tout était un mensonge. Tout était un mensonge. Pas tout, pas l'amour de Zélie pour toi. J'ai saisi ses épaules. Fabien, nous devons agir vite. À quel compte Bérénice avait-elle accès? La question pratique sembla l'ancrer. Le compte courant et le compte d'épargne commun. Le fonds d'urgence était d'environ 40 000 €, tout ce qu'il nous restait après les dettes. Appelle la banque immédiatement, signale le virement comme frauduleux. Ensuite, appelle Richard. Nous devons geler tous les autres actifs auxquels elle pourrait accéder. Il hocha la tête machinalement, sortant son téléphone. Et Fabien, Zélie sort de l'école dans 1 heure. Nous devons nous assurer que Bérénice ne puisse pas l'approcher. Cela le galvanisa. Elle ne le ferait pas. Nous ne savons pas ce qu'elle ferait. Ne prenons aucun risque. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Fabien a appelé la banque, mais il était trop tard pour arrêter le virement. Richard a promis de demander une ordonnance judiciaire d'urgence pour geler les actifs restants. J'ai appelé l'école, expliquant qu'il y avait une urgence familiale et que seul Fabien ou moi étions autorisés à venir chercher Zélie. Nous sommes arrivés à l'école 20 minutes en avance. Nous garant où nous pouvions surveiller chaque entrée. Fabien était silencieux, ses mains agrippant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. « Qu'est-ce que je vais lui dire ?» a-t-il finalement demandé. « Comment puis-je expliquer que sa mère vient de partir ?» La vérité, mais seulement ce dont elle a besoin pour l'instant. Que maman et papa ont des problèmes, et que maman avait besoin de s'éloigner. Et le reste? Le fait qu'elle ne soit pas... Il n'a pas pu terminer la phrase. C'est une conversation pour un autre jour, avec un soutien professionnel. Pour l'instant, elle a besoin de stabilité et d'être rassurée sur le fait qu'elle est aimée. Fabien se tourna vers moi, ses yeux hantés. Et si je ne peux pas le faire? Et si je ne suis pas assez fort? J'ai couvert sa main de la mienne. Tu es le fils de ton père, Fabien, et le mien. Tu as une force que tu n'as même pas encore découverte. La cloche de l'école a sonné et les enfants ont commencé à sortir du bâtiment. Nous avons immédiatement repéré Zélie, son sac à dos violet rebondissant, alors qu'elle scrutait la zone de ramassage. Quand elle nous a vus tous les deux attendre, son visage s'est illuminé de surprise et de joie. « Papa! Mamie !» Elle a couru vers nous, enlaçant une jambe de chacun de nous. « On fait quelque chose de spécial aujourd'hui ?» Fabien s'est agenouillé, sa voix remarquablement stable. « Oui, mon trésor. Aujourd'hui est spécial parce que nous allons dîner chez mamie. Ça te plairait? » « Oui. » Elle regarda autour d'elle. « Où est maman? »
Fabien et moi avons échangé un regard. Maman a dû faire un voyage, dit-il avec précaution. Elle sera absente pendant un certain temps. Le sourire de Zélie s'est un peu estompé. Elle m'a dit au revoir? Fabien déglutit difficilement. Elle a dû partir rapidement, mais elle sait que tu seras en sécurité avec papa et mamie. L'enfant hocha la tête, acceptant cette explication avec la résilience que seuls les enfants possèdent. On peut avoir des spaghettis pour le dîner, avec la sauce spéciale de mamie? Bien sûr que nous le pouvons, dis-je en lui caressant les cheveux. Tout ce que tu veux. En marchant vers la voiture, Zélie bavardant sur sa journée d'école, j'ai observé le visage de Fabien. Derrière le masque de normalité qu'il avait mis pour sa fille, je pouvais voir la dévastation, la trahison, l'incertitude écrasante quant à l'avenir. Mais j'ai aussi vu de la détermination et de l'amour. Un amour réel et inconditionnel pour l'enfant qui lui tenait la main. Au diable la biologie. Plus tard dans la nuit, après que Zélie se soit endormie dans la chambre d'amis de ma maison, Fabien et moi étions assis à ma table de cuisine avec des tasses de thé qui refroidissaient entre nous. J'ai appelé la compagnie aérienne, dit-il, rompant le long silence. Elle était sur le vol de 17h30 pour Zurich. Billet aller simple, la Suisse. Pas d'extradition pour les crimes financiers. Elle avait planifié ça depuis longtemps, n'est-ce pas? La question était rhétorique. Nous connaissions tous les deux la réponse. « Que vas-tu faire maintenant ?» demandai-je. Fabien se passa les mains sur le visage. Demander le divorce, la garde exclusive, essayer de reconstruire une sorte de vie pour Zélie et moi. « Tu veux toujours la garde, même en sachant que ce que Bérénice a dit pourrait être vrai ?» Il leva brusquement les yeux. « Elle est ma fille dans tous les sens du terme. J'ai été là pour chaque genou écorché, chaque cauchemar, chaque dent perdue. C'est moi qui lui ai appris à faire du vélo, qui lui ai lu des histoires avant de dormir et qui l'ai aidé avec ses devoirs. L'ADN ne fait pas un père. L'amour, si. » Des larmes me piquèrent les yeux. À ce moment-là, j'ai vu Romain en lui si clairement. Le même centre moral inébranlable, la même capacité d'amour désintéressé. « Je suis fière de toi, Fabien. » Il eut l'air surpris. « Après tout ce que j'ai fait, la façon dont je t'ai traité. Tu as fait de terribles erreurs, mais tu y fais face avec courage et intégrité. C'est quelque chose dont on peut être fier. Je ne comprends toujours pas comment j'ai laissé faire ça. Comment je suis devenue quelqu'un qui pouvait même envisager de faire interner sa propre mère. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Bérénice est douée pour la manipulation, et tu étais vulnérable. Essayant de lui plaire, essayant de maintenir une famille pour Zélie, noyée sous le stress financier. Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'en est pas une, mais c'est un contexte. Et maintenant, tu as une chance de faire des choix différents. Fabien serra ma main. Si je pouvais revenir en arrière et tout défaire, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant. J'ai hésité, puis j'ai ajouté « Ensemble, si tu le veux. » Je le veux, maman. Plus que tout. Sa voix s'est brisée. Mais je ne sais pas si je le mérite. Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est à moi de l'offrir et à toi de l'accepter. Un petit bruit venant de l'embrasure de la porte nous a fait nous retourner. Et assise en face de moi, se trouvait un visage que je n'avais pas vu depuis des années. Ma sœur Patricia, venue de Bretagne pour les vacances. « Cette sauce est divine, Marcel », dit Patricia en se resservant. « Tu as toujours été la cuisinière de la famille. »« Et tu as toujours été celle avec toutes les histoires ?» répondis-je en souriant. « Zélie attend toute la journée d'entendre parler de tes voyages. » Patricia fit un clin d'œil à Zélie. « Eh bien, j'en ai des croustillantes de mon voyage en Nouvelle-Zélande. Tu as déjà entendu parler des grottes de vers luisants ?
Alors que Patricia se lançait dans son récit, avec des gestes théâtraux qui faisaient glousser Zélie, j'ai croisé le regard de Fabien à travers la table. Il avait l'air plus en paix que je ne l'avais vu depuis des années. Les cernes sous ses yeux s'étaient estompées et il avait repris un peu du poids qu'il avait perdu pendant la crise. Les derniers mois avaient apporté des changements importants. Nous avions vendu les 2 maisons, la mienne et celle de Fabien, et acheté une charmante maison victorienne en périphérie de la ville. Elle avait un appartement de jardin séparé où je vivais, relié à la maison principale par une passerelle couverte. L'arrangement nous offrait à tous un équilibre parfait entre convivialité et indépendance. Le nouveau travail de Fabien dans la société d'ingénierie environnementale était exigeant, mais épanouissant. Il parlait avec passion de leur projet d'irrigation, me rappelant tellement Romain lorsqu'il développait ses inventions. Le divorce avec Bérénice avait été finalisé par contumace. Elle restait en Europe, vivant apparemment bien de l'argent qu'elle avait pris, publiant occasionnellement des messages provocateurs sur les réseaux sociaux que Fabien avait appris à ignorer. Les autorités suisses n'avaient que peu d'intérêt à poursuivre ce qu'elles considéraient comme un litige financier domestique. Après le dîner, pendant que Patricia aidait Zélie à faire un puzzle dans le salon, Fabien et moi avons fait la vaisselle ensemble, une tradition que nous avions établie dans notre nouvelle maison. « J'ai parlé à Richard hier », dit Fabien en essuyant un plat de service. Il pense que nous devrions mettre à jour les documents de la fiducie pour Zélie, étant donné tout ce qui s'est passé. J'ai hoché la tête. C'est logique. Qu'avais-tu en tête? En fait, je voulais ton avis. Tu as pris des décisions financières judicieuses pendant des décennies. Je suis encore en train d'apprendre. La simple reconnaissance, sa reconnaissance de mon sens des affaires, signifiait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Je pense que nous devrions conserver le fonds d'études comme prévu, mais peut-être ajouter des dispositions pour des études supérieures, si c'est une voie qu'elle choisit. Et après nous? Demanda prudemment Fabien. As-tu pensé à ce qu'il adviendra des brevets, des redevances, quand nous ne serons plus là? Je lui ai tendu un autre plat. J'y ai pensé. Je pense que nous devrions créer une fondation au nom de Romain. Financer des bourses pour de jeunes inventeurs, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. Romain aurait aimé ça. Les yeux de Fabien se sont illuminés. C'est parfait. Papa encourageait toujours les enfants du quartier qui s'intéressaient à son atelier. Tu te souviens de Tommy Geller? Papa l'a aidé à construire ce projet de science qui a remporté le championnat régional. Je m'en souviens. Tommy est ingénieur en mécanique maintenant, je crois. Il l'est. Nous nous sommes connectés sur LinkedIn il y a quelques mois. Fabien a posé son torchon. J'ai beaucoup pensé à papa ces derniers temps, au genre d'héritage qu'il a construit. Pas seulement le financier, mais le moral. Il serait fier de toi, Fabien. La façon dont tu as géré tout ça cette année, le père que tu es pour Zélie, l'homme que tu deviens, je l'espère. Il sourit, une pointe de tristesse dans les yeux. J'aimerais qu'il ait pu voir Zélie grandir. Il la voit, dis-je doucement, à sa manière. Plus tard dans la soirée, après que Patricia soit allée se coucher dans la chambre d'amis et que Zélie soit blottie avec des rêves de grottes de verre luisant, Fabien et moi étions assis dans la bibliothèque de la maison principale. C'était devenu notre rituel de partager une tasse de thé avant que je ne retourne à mon appartement pour la nuit. « J'ai quelque chose pour toi », dit Fabien en cherchant dans le tiroir de la table d'appoint. Il en sortit un petit paquet emballé. « Ce n'est pas mon anniversaire », protestai-je doucement. « Considère ça comme un cadeau de Toussaint. » Je l'ai déballé avec soin. À l'intérieur se trouvait un petit journal relié en cuir. Sa couverture était gravée de mes initiales. « Ouvre-le », me pressa Fabien. La première page portait un message manuscrit pour ma mère, Marcelle Fortier, dont la sagesse, le courage et l'amour ont façonné 3 générations de notre famille. Ceci est ton histoire,
Notre histoire. À suivre pour de nombreux chapitres à venir. Avec tout mon amour et ma gratitude, Fabien. Les pages restantes étaient en vierge, attendant d'être remplies. C'est magnifique, dis-je en passant mes doigts sur le cuir lisse. J'ai pensé que tu voudrais peut-être consigner tes souvenirs, tes expériences, pour Zélie, et peut-être un jour pour ses enfants. L'histoire de la façon dont tu as sauvé notre famille. Je n'ai pas sauvé notre famille seule, Fabien. Nous l'avons sauvée ensemble. Il hocha la tête, acceptant le crédit partagé. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire qui mérite d'être préservée. J'ai serré le journal contre moi, pensant au carnet de Romain qui avait commencé ce voyage. Quelle belle coïncidence que ce nouveau chapitre commence avec un livre vierge, prêt pour de nouvelles possibilités. Merci, dis-je simplement, pour ça, et pour avoir retrouvé ton chemin. Merci de ne pas avoir abandonné. Fabien se pencha en avant, son expression sérieuse. Tu sais, papa m'a dit quelque chose que je n'ai pas compris à l'époque. Il a dit que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en sagesse. Je crois que je sais enfin ce qu'il voulait dire. J'ai souri, me souvenant des mots de Romain dans son carnet. L'argent sans sagesse n'est qu'un fardeau de plus. Ton père était un homme très sage. Il a épousé une femme très sage. Fabien se leva en s'étirant. Je devrais te laisser te reposer. Grosse journée demain, avec le marché de la Toussaint et tout le reste. En retournant à mon appartement par la passerelle couverte, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement, de justesse, qui m'avait manqué depuis si longtemps. La fortune que Romain avait bâtie servait enfin son véritable objectif. Non seulement elle assurait la sécurité financière, mais elle favorisait les valeurs qui lui étaient les plus chères. L'intégrité, la compassion et la famille. Dans mon appartement, je me suis installée dans mon fauteuil préféré et j'ai ouvert le nouveau journal. Les pages blanches semblaient contenir des possibilités infinies. J'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire. Ceci est l'histoire d'une fortune cachée et révélée. Non pas la fortune des brevets et des investissements, bien que cela ait joué son rôle, mais la vraie fortune de notre famille. La force d'affronter des vérités difficiles, le courage de recommencer et la sagesse de reconnaître ce qui compte vraiment. Dehors, la lune jetait une lumière argentée sur le jardin que Zélie et moi avions planté ensemble. Demain, nous ajouterions des bulbes de printemps, des tulipes et des jonquilles qui fleuriraient bien après que le froid de l'hiver soit passé. Une promesse de renouveau, de beauté à venir. Comme notre famille, pensais-je, traversant la saison la plus rude pour en ressortir plus forte, plus vibrante, plus authentique qu'auparavant. Je suis heureuse de vous avoir ici. Merci d'avoir suivi mon histoire jusqu'au bout. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous et faites-moi savoir la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. En attendant, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne et elles vous surprendront certainement.